Dr Blaise-Pierre Norlander, président de la concertation interpartie pour des élections démocratiques, a reçu le 9 octobre 2024, à son siège à Cocody-en-Grès, une forte délégation de l'USAID, conduite par Madame Leslie Warner, en sa qualité d'administratrice assistante adjointe de l'USAID. Au menu de ce rendez-vous, le Dr Blaise-Pierre Norlander a exposé à ses hôtes le travail abattu dans le cadre du monitoring pour des élections transparentes, démocratiques et apaisées en Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, il a en outre insisté sur l'exploit de la concertation interpartie pour des élections démocratiques qui s'est attelé à faire signer aux différents partis politiques un code de bonne conduite qui les engage à comportement républicain et responsable, au cours des différentes échéances électorales. Enfin, le président de la concertation interpartie pour des élections démocratiques a plaidé pour un appui et une assistance de l'USAID, en perspective à la présidentielle de 2025, qui constitue, pour ainsi dire, un rendez-vous électoral sensible pour le pays. En réaction à l'intervention du premier responsable de la concertation interpartie pour des élections démocratiques, la représentante de l'USAID a salué le travail titanesque de la concertation interpartie pour des élections démocratiques. Elle a promis une aide conséquente, à l'effet de l'accompagner dans cette dynamique travail avant-gardiste pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus, madame. Leslie. Voilà. Alors ici vous êtes à la SIED. La SIED, c'est une plateforme, un groupe où nous avons l'opposition et le pouvoir. Tous les partis se sont mis ensemble pour former cette coalition pour permettre de ressusciter la paix après la crise post-électorale de 2010. Après cette création, qui a été l'initiative qui était à l'initiative de NDI en 2007, bien avant, et nous avons matérialisé le groupement d'abord par qui est devenu la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire et qui a pour objectif la paix électorale et la paix dans toutes les contrées pour que nous ayons la possibilité de nous déplacer, avoir la sécurité électorale, avoir la possibilité de voter aisément. Et donc, toutes ces valeurs-là, nous les défendions auprès des populations. Et donc, avec l'initiative du NDI dans l'encadrement technique et l'assistance financière, nous avons pu avancer dans toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons commencé avec 7 SIED, mais aujourd'hui, nous sommes à 62 SIED. Voilà. Donc, cela nous donne la possibilité de rencontrer nos populations et discuter avec elles. Mais sur ce, je voulais dire simplement que nous travaillons à la paix et aujourd'hui, ce projet qui nous amène à cette table est celui qui vise à prévenir et à atténuer la violence de la polarisation liée aux élections, y compris la violence contre les femmes et les jeunes en politique. Nous défendons ces valeurs-là parce qu'on pense que chacun doit avoir la possibilité d'agir au nom de ses compatriotes et donner une voix assez potable à notre nation. Et donc, de façon spécifique, il s'agit de prévenir la violence électorale grâce au mécanisme de l'alerte, avec l'alerte précoce qui suivent. Et on suit et on répond aux alertes, on sert de réponse aux alertes précoces. Parce que le plus important, c'est de prévenir au lieu de guérir. Donc, pour nous, il faut mettre l'accent sur l'alerte précoce qui permet de détecter ce qu'il y a en région pour que nous puissions les amener à des solutions, trouver des réponses rapides. C'est pourquoi nous nous engageons aussi les partis politiques à signer un code qu'ils se sont fixés eux-mêmes et le faire valoir pendant nos élections. On pense que nous nous sommes donné des règles que nous devons respecter. Et ce sont ces règles-là qui sont le code de bonne conduite des partis et groupements politiques. Bon, on a aussi, avant les élections,
avant l'élection, nous révisons un peu ce code-là avant que la nouvelle élection commence. Donc, chaque année électorale, le code est révisé. Le code de bonne conduite est révisé par les différents partis que vous voyez là et qui siègent à l'Assemblée, et ceux qui ne siègent pas pour ne pas faire de frustration. Nous prenons ceux qui siègent à l'Assemblée et quelques-uns qui ne siègent pas à l'Assemblée, pour ensemble trouver les bonnes voies qui vont nous engager dans les élections à venir. Et donc, nous aidons aussi à gérer efficacement les conflits politiques. Alors, nous organisons des dialogues politiques qui permettent aux partis de se parler. Et notre action première, c'est de briser les murs de méfiance entre les partis politiques pour qu'ils se parlent en cas de difficulté. Ce qui nous a amené à aujourd'hui être dans la bonne marche des partis politiques. Et nous travaillons avec plusieurs partis politiques, tous les grands partis politiques de la place, qui sont activement sur le terrain, travaillent avec la SIED et sont membres de la SIED. C'est avec eux que nous préparons nos projets pour les mettre en œuvre. Et donc, ceci nous amène aussi à former les femmes et les jeunes pour être des staffs de campagne et des candidates et candidats. Alors, tout ça pour qu'on ait de bonnes élections. Mais au-delà de tout ça, avant que ces choses-là n'arrivent, je pense que notre besoin aujourd'hui, c'est de faire de la prévention efficace. Et donc, pour cela, nous avons besoin d'appui des bailleurs que vous êtes, pour que nous puissions vraiment être partout en Côte d'Ivoire et faire le plaidoyer auprès des populations et l'éclairage aussi pour ceux qui ne comprennent pas, et essayer de les amener à travers les différents séminaires ou renforcement des capacités pour qu'ils soient à mesure de comprendre que l'élection peut être un simple jeu, mais ce n'est pas une violence, il faut prévenir tout ça. Et c'est pourquoi nous insistons sur votre soutien. Que nous soyons à la hauteur de quand même éliminer les différents conflits et les différents problèmes que nous avons en Côte d'Ivoire qui, avec ce que nous voyons, qui peuvent être des choses assez graves. Nos zones de couverture, par expérience et avec les indicateurs que nous sommes donnés pour cerner certaines zones, nous avons mis le projet dans 15 localités qui partent du sud, du nord, qui sont au nord. Au sud, par exemple, nous prenons Aboville, Sikinsi, Yopougon, Abobo et Aboasso. Dans la zone nord, on a pu faire que c'est Dougou, qui est un enjeu parce que l'ancien président de l'Assemblée nationale, c'est sa zone. Et il n'est pas en bon terme aussi avec le pouvoir, comme tout le monde le sait. Il y a ça. Et puis, il y a les villes qui sont à côté, où il y a différentes populations qui ne sont pas du même bord. Alors, on a pris le centre aussi. À Yamsokro, il y a souvent des palames. Et Boaké, Sakassou, Tumodi, pour le centre. Alors, à l'est, on a Bengourou, Bondoukou et Aboasso. Donc, dans la zone ouest, à Giglo, il y a toujours des échauffourées. À Kouibli, dernièrement à Kouibli, nous avons eu beaucoup de dégâts. Et bon, par nos amis qui sont de là-bas, on a pu quand même intervenir pour qu'il y ait moins de violence. Et nous avons Bangolo. Bangolo, c'est une zone, chaque année électorale, où nous avons des problèmes. Alors, nos indicateurs nous disent que il est un peu possible que dans ces zones-là, le feu soit, ça soit des zones rouges. Mais actuellement, on les voit comme des zones oranges et c'est probablement, en un rien de temps, ça peut devenir rouge. C'est pourquoi
nous avons choisi de travailler dans ces zones-là comme des zones pilotes. Mais on voudrait travailler sur toute l'étendue du territoire. On en a 62. Il y a une frustration qui s'installe quand on ne travaille pas avec les autres. Alors, il faut les capter et puis avoir assez de visibilité quand nous travaillons dans toutes les 62 zones pour permettre à chaque antenne de partir dans les départements de la zone et de partir dans les sous-préfectures. Parce qu'en réalité, les programmes ne commencent pas à Abidjan, mais ils commencent dans les villages. Et ça se polarise. Ça prend la région et puis après ça descend à Abidjan. Donc, nous voulons prévenir en amont pour que ça n'existe pas. Une fois ils sont bien sensibilisés et puis bien formés au processus électoral, nous aurons moins de dangers. Et donc, cette prévention est importante pour nous au niveau de la SIED. Que nos antennes soient outillées à circonscrire les conflits. En activité 1, prévenir la violence électorale grâce à des mécanismes d'alerte précoce qui suivent et répondent aux sources des violences électorales. Souvent, les gens ne prêtent pas attention, mais nous avons ce qu'on appelle les antécédents. Des villes qui ont connu des conflits bien avant. Et quand ils ont connu des conflits bien avant, et que le conflit a été mal réglé, alors ils attendent une autre occasion pour manifester un désaccord ou alors pour reprendre la violence. Et ça veut dire que pour reprendre la violence, ils n'ont pas besoin d'un conflit. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui verse même de la saleté en bordure de rue pour dire, mais écoute, tu as fait ça. Et puis allez, c'est une revanche et les gens qui se mettent à faire des choses. Donc il faut prévenir. Donc nous prévoyons avec nos indicateurs et nos analyses que nous faisons actuellement, les antécédents des conflits, les causes antécédentes soient connues. Donc nous avons eu une formation le lundi pour former les 62 antennes sur les précautions à prendre pour éviter cette situation. Et donc nous avons fait une cartographie où nous avons cité des villes pour que ces villes-là, avec des événements comme indicateurs qu'ils vont rechercher, pour trouver les villes qui sont capables de basculer d'un moment à un autre dans la violence. Alors, cette cartographie leur permettra d'avoir des indicateurs précis sur différents événements, différentes analyses. Ça peut être, on peut leur demander simplement, bon, mais est-ce que dans une ville donnée comme Bouaké, les acteurs politiques sont-ils souvent ensemble? Ou alors, est-ce qu'ils tiennent des bons discours, des discours de haine? Ça, ce sont des petits indicateurs que nous avons mis dans notre tableau de recherche pour leur permettre de nous trouver la réponse avant le 1er janvier 2025. Et donc, ça a été, on a formé les 62 SIED le lundi soir par visioconférence. Et donc, la deuxième activité, bon, ça, c'est pour renforcer les capacités pour venir à l'alerte précoce. Nous nous anticipons pour éviter que nous soyons surpris. Alors, le deuxième point de la première activité, c'est l'observation continue de l'environnement politique, sociopolitique. Alors, ça, c'est une de nos analyses aussi, que nous avons commencé maintenant, l'observation de nos antennes sur l'environnement sociopolitique qui permettrait de nous avertir à temps et avoir des réponses, si possible, aussi de façon précise. Et donc là, les gens ils sont au travail et nous avons une deuxième activité pour notre projet actuel qui est l'engagement des partis. Il faut engager les partis politiques à respecter et réviser le code qu'ils vont signer pour cette année.
Donc nous allons les mettre ensemble, les faire asseoir. Nous allons prendre, nous avions décidé d'une semaine ou une semaine pour essayer de réviser article par article ce qu'il y a à changer avec les nouvelles donnes des élections ou bien de ce qu'il y a. Nous allons changer les articles et renforcer notre code de bonne conduite pour leur permettre d'agir en fonction et de mener ça. Donc ça, nous allons le faire avant les élections présidentielles et avec aussi les autres élections. Là, vous avez un exemplaire de code sur les tables là. Ce sont ces fascicules-là que nous allons travailler ensemble avec tous les partis pour leur permettre de changer ou bien de regarder, mais s'il y a une amélioration des règles du jeu politique et de l'élection pour que nous changions. Et ça, on le fera en section avec des discussions virtuelles dans les 15 antennes, mais aussi avec les 62 antennes. Nous avons chaque année électorale envoyé des missions dans les antennes pour travailler sur ces questions-là. Et donc, après ça, nous allons faire un atelier de mise à jour avec tous ces partis qui ont travaillé. Une commission sera créée, elle va définir les nouveaux codes, les nouveaux articles à écrire et nous allons l'adopter ensemble avec les partis présents. Ce après quoi nous allons organiser une cérémonie après l'adhésion, parce qu'après l'accord de ces partis, nous tournons dans les QG de tous les partis pour leur expliquer le code que nous venons d'écrire et leur dire notre engagement et l'engagement à lequel on les appelle à le respecter pour éviter que notre pays soit dérangé dans ces élections, dans ces jours électoraux. Donc, à ce niveau-là, quand nous avons fini de faire la tournée, alors nous organisons une journée nationale, une cérémonie nationale de signature, où tous les partis signeront de cette façon-là, sur le code, après l'avoir lu et accepté. Et comme ça. Donc, quand ils auront fini de signer ça, alors nous aurons engagé l'impression de ce code-là, pour le code révisé de bonne conduite, pour le partager à nos 60 antennes, aux partis politiques, à la CEI, au NDI, aux institutions, même à l'USAID, je crois aussi, hein, pour que chacun l'obtienne pour essayer de s'en servir et avoir ça comme une boussole pour l'élection à venir. Et aussi, après cette cérémonie de signature, nous allons organiser aussi, après l'impression plutôt, nous allons organiser des cérémonies de sensibilisation dans nos 62 antennes et partout où il est possible de le faire, dans les sous-préfectures et départements, pour que les gens s'imprègnent, ceux qui sont dans les villages, parce que ça se passe à l'intérieur. Donc il faut qu'ils s'imprègnent de ce code-là pour faire du bon travail, pour éviter d'employer des mots violents, d'employer un langage, pour éviter d'employer un langage vraiment décousu aux yeux de leurs compatriotes. Alors, quand nous finissons ça, nous ferons la promotion avec les radios, les télévisions. Nous aurons des émissions radio dans les régions pour que nous puissions informer le maximum de populations à la bonne cause de ce code et que les populations puissent le respecter, dire aux candidats de le respecter. L'année dernière, en 2023, nous avons imposé aux candidats de le coller sur leur voiture pour qu'ils se rappellent de ce code quand ils sont en train de faire campagne. Voilà. Alors, c'est ce que nous allons faire encore cette année. Et aussi, nous allons renforcer les capacités de nos sièges locales. Parce que quand la siège, par exemple, de Boaké est renforcée, la siège de Boaké renforcera les capacités des gens des sous-préfectures de Boaké et des départements de Boaké pour leur permettre d'aller faire de bonnes élections et nous permettre d'avoir un calme en Côte d'Ivoire et des élections apaisées.
Ce après quoi nous allons faire des missions de bons offices pour dire que, nous allons dans les QG des partis pour leur dire, nous venons à vous pour que ce code-là soit respecté et que la Côte d'Ivoire demeure en paix pendant ces jours électoraux. Alors, quand nous aurons fait ça, on va les engager à eux-mêmes donner ce code et le propager dans leur propre parti, informer leurs militants pour que ceux-là soient en mesure de mieux le comprendre et d'éviter de créer des problèmes. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire dans notre projet siècle, la partie de l'assiette, ce que nous avons à faire. Et nous avons une 4e activité qui est celle de faire en sorte que les femmes et les jeunes soient pétris de formation et de connaissances pour éviter que l'élection ne puisse pas connaître moins de femmes. On voudrait qu'il y ait beaucoup de femmes et de jeunes qui soient candidats et candidates, afin que les partis régénèrent, c'est ça. Là, c'est mon avis. Je pense que nous devons avoir la formation de ces personnes-là, parce que un militant mal formé est un danger pour son parti, pour son pays et donc pour le monde. Parce que là, quand ils vont avoir créé les problèmes, nos bailleurs seront à nos côtés, alors qu'ils auraient pu s'occuper d'autres choses. Donc, ils gênent tout le monde. C'est pourquoi les renforcements des capacités, les formations que nous allons faire à ces femmes et hommes et jeunes qui vont être candidats et candidates soient vraiment de mise afin qu'ils soient de bons candidats, résolus à ne pas donner de mauvais messages à leurs électeurs pour que les élections se passent mal. Mais on voudrait que, à travers ces formations, ils connaissent leur place, les mots à donner pour une population et qu'est-ce qu'il faut faire pour le peuple. Ils sont donc les employés du peuple et non les employeurs. Ça, nous insistons là-dessus parce que généralement, c'est le contraire qui se passe. Donc voilà un peu décliner nos activités, ce que nous voulons mener avec le programme siècle en cette période électorale et pour les années à venir pour les autres élections. Mais j'insiste parce que par ma formation, je suis médecin, donc je ne peux pas permettre d'aller guérir sans prévenir. Donc je voudrais que nous ayons les moyens de prévenir que d'être au sommet des gens pour dire on vient guérir. Non. La prévention est le meilleur remède qui puisse atténuer une maladie ou bien une situation. Donc, nous voulons vraiment être soutenus, appuyés par vous, et afin que nous puissions être à la hauteur de notre tâche et apaiser la Côte d'Ivoire et les citoyens ivoiriens à travers la Côte d'Ivoire, le monde. Je vous remercie. The reason I'm here in Abidjan is to... Alors, la raison de ma présence à Abidjan ici, c'est pour mieux comprendre les rapports, la relation entre le peuple ivoirien et le peuple américain, comment les deux peuples travaillent ensemble, surtout dans le cadre des élections qui s'annoncent. Alors, j'ai participé à la cérémonie de lancement du projet Siècle et j'étais très ravi de voir l'engouement qui avait été manifesté par le gouvernement, la société civile, ainsi que tant d'autres partis politiques qui étaient présents. Donc, merci de nous avoir fourni cette vue d'ensemble du travail que fait Siècle. Alors, entre la période des élections qui se sont tenues l'année dernière et ces élections qui s'approchent, qu'est-ce qui a vraiment changé dans le code de bonne conduite et quels sont les autres changements que vous anticipez pour cette année? Ce qui va changer, ça n'a pas encore changé. Ce qui va changer, c'est que je pense que nous allons encore mettre d'autres articles pour prévenir les dangers que nous suspectons. Alors, c'est pourquoi nous avons fait cette formation aux 62 antennes pour nous ramener leurs analyses et les recherches avant janvier.
pour que nous puissions, au vu de ce que nous allons recevoir comme analyse venant de l'intérieur, les changements à apporter à notre code électoral, de bonne conduite. Mais principalement, je peux dire que, au vu des discours discordants, et il y a des discours qui ne sont pas du tout bons, parce que il y a les deux anciens protagonistes qui sont encore dans la candidature. Je veux parler de l'ancien président et du président actuel, qui étaient les deux opposés en 2010. Mais ils sont encore là. L'autre est encore président, l'autre dit qu'il est candidat. Bon, il ne doit pas être candidat selon qu'il a été condamné par la justice ivoirienne, mais il dit qu'il est candidat parce qu'il avance le fait que la justice ivoirienne n'est pas habilitée à le juger en tant que chef d'État, ancien chef d'État. Il y a une cour spéciale qui juge les anciens chefs d'État. Voilà la raison principale. Ça, c'est du 1. Et pour cela, il dit que lui, il déclare sa candidature. Il a été officiellement désigné par son parti. Alors, il y a la désinformation et l'usage des médias sociaux dans cette désinformation, parce que les gens les utilisent abusivement pour leurs intérêts égoïstes. Et ça, ce sont les sources des difficultés. C'est pourquoi il faut vraiment entendre, écouter toutes nos réponses que nous attendons avant, jusqu'en janvier, pour pouvoir voir ce que nous allons mettre comme nouveau article. Des changements peut-être nombreux ou pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions dans le code de bonne conduite portant sur la désinformation et la mésinformation? Oui, on a demandé aux candidats de soigner le langage de campagne, de ne pas s'en prendre à leurs concurrents, mais plus de parler de ce qu'ils vont apporter au peuple que d'insulter l'adversaire. Parce que c'est le peuple qui a besoin d'une autorité qui va les diriger. Et c'est selon les programmes de société, ou alors, comment je peux appeler ça, selon ce qu'ils vont faire, que l'électeur va le voter. On va les voter. Donc, il est important pour nous que nous mettions l'accent sur le fait que le candidat parle de ce qu'il va faire pour la région, pour le pays, pour le département, que de se lancer dans des discours haineux et des discours qui ne rendent pas service à la nation. Donc, il y a tout ça qu'il faut voir. Et c'est dans l'ancien code, il y a un article qu'elle va lire, il y a un article qui parle de ça. Le fait que les autres messages n'allant pas dans le cadre des élections ne doivent pas être diffusés, des messages quand même visant à troubler l'ordre. Justement, je pense que si dans notre code, nous l'avons souligné, et nous avons demandé aux candidats même et à ces influenceurs de faire en sorte que leur influence puisse permettre à nos élections de bien se dérouler. Que de donner des informations erronées souvent, qui ne sont pas vraiment les vraies, mais qu'ils émettent quand même pour détruire d'autres candidats ou d'autres personnes. Donc nous travaillons là-dessus. C'est pourquoi nous avons le lundi informé nos amis, on leur a donné une grille qu'ils vont remplir pour nous envoyer, pour essayer de mettre toutes ces informations ensemble et travailler sur les questions en général. Dans le code-là, l'article 4, nous adhérons au principe de la non-violence et condamnons fermement la violence sous toutes ses formes, y compris le harcèlement, le discours de haine, l'intimidation, le vandalisme, les voies de fait et de troubles à l'ordre public.
Alors, nous avons pris ça en compte pour que ça n'existe pas. Donc, nous y pensons, nous y travaillons. Et si les résultats, les réponses que les gens vont nous amener fin novembre sont d'ordre à améliorer cet article, nous allons le faire pour que nos élections ne soient pas entachées. Ce n'est pas seulement les élections, mais c'est la violence que ça provoque. Et non seulement la violence, mais ça provoque aussi des frais de réparation. Beaucoup d'édifices sont gâtés, des voitures, des machines. Ça, il ne faut pas que ça arrive. Donc nous évitons ce pire-là, que nous puissions progresser dans la démocratie. Nous avons eu la chance d'avoir avec nous le NDI qui nous a vraiment formés depuis le début, formés et assistés dans tout ce que nous faisons avec l'USAID aussi. Nous avons créé beaucoup d'antennes et nous voulons en créer plus parce que c'est quand on est plus près de la population qu'on le sensibilise mieux. Bon, si c'est vrai qu'on a depuis longtemps le problème du discours de la haine et des propos violents envers les autres, que ce soit les membres des opposants des autres partis ou que ce soit parfois même au sein de son propre parti, parce que finalement les gens sont en train aussi de faire la concurrence entre eux pour avoir un bon classement sur les listes ou d'être déclaré le candidat de telle ou telle région. N'est-ce pas? Alors, pendant toute cette période, avec cette concurrence, les gens, depuis le temps, ont eu malheureusement le recours à la violence, aux propos violents. Maintenant, aussi, on ajoute à tout cela les médias sociaux et la possibilité de faire circuler des informations sur les réseaux sociaux et ça augmente le nombre de personnes qui peuvent être touchées par ces informations et ça crée un problème aussi chez les gens de se sensibiliser, d'être sensibilisé, de vérifier les informations avant de les propager, n'est-ce pas? Donc, je crois que c'est aussi la question de Madame, c'est que éventuellement, en essayant de revoir le contenu du code de conduite, est-ce qu'il y a éventuellement la possibilité de rajouter des références spécifiques à l'utilisation des réseaux sociaux et le fait qu'il faut vraiment faire attention. Oui, oui. Et dans le cas des femmes, surtout, c'est quelque chose qui est très sensible, n'est-ce pas? Parce que d'un côté, il y a le fait que la femme militant au sein des partis politiques doit savoir elle-même comment se protéger contre ce genre de violence véhiculée à travers les réseaux sociaux. Mais en plus, il faut sensibiliser les autres militants sur les dangers, sur l'importance. Donc, est-ce que ça aussi, bon, je sais que la violence contre la femme est déjà inscrite, mais est-ce que c'est aussi un sujet qui est éventuellement sous l'étude à travers les recherches que vous êtes en train de faire, d'essayer d'entamer une discussion entre vous sur comment mieux créer les conditions pour que les femmes et les jeunes puissent émerger au sein des partis politiques et ne pas avoir à faire face à ce genre de murs et de propos violents. Merci, madame. Je crois que notre engagement nous s'y aide, c'est de faire en sorte que les femmes des partis politiques émergent,
et soient candidates et participent aux décisions politiques que prend leur parti. C'est pourquoi nous faisons respecter aussi la loi qui a été prise en 2019 pour les femmes, afin que les femmes puissent être représentées dans les assemblées élues, c'est ça, hein? À 30% minimum, sinon 50%. Alors nous devons travailler davantage sur cette question pour que, et nous le faisons déjà, mais nous voulons travailler davantage sur cette question avec le renforcement des capacités des partis politiques pour leur dire que la femme et l'homme peuvent servir au même poste et de la même qualité. Donc, de cette façon, on va anticiper sur le fait que d'autres s'opposent à des positions des femmes dans le parti. On va les encourager, les impliquer à ce que la femme puisse avoir son droit et son devoir dans le parti. Parce qu'ils sont tous militants. Et je ne suis pas féministe, mais je suis beaucoup engagé sur ces questions de genre et de la femme et du jeune homme dans les partis politiques. Et j'exige souvent à nos camarades des partis politiques de faire en sorte que même on est 50-50 dans la sphère politique. Donc désormais, nos lois nous permettent de dire que la femme doit atteindre un certain quota, mais il est au minimum 30%. Mais on veut le mettre, on continue la discussion pour que ça soit un jour à 50, à 60%. Donc c'est une démarche que nous avons et que nous prenons en compte aussi. Il faut des bonnes conduites bien claires, bien spécifiées, pour que les partis désormais respectent ça de façon scrupuleuse, parce que c'est eux-mêmes qui ont écrit ces règles, il faut qu'ils les respectent. Donc nous allons veiller à ça. C'est bien que vous avez soulevé ça, mais nous le faisons déjà de manière claire avec nos amis des partis. En tous les cas, on salue les efforts que vous avez déployés pour les élections de 2023 à cet égard pour le respect de la loi de 2019. Et ça serait très intéressant de voir comment ça peut être intégré dans le code de votre conduite et du travail que vous allez faire avec les partis politiques pour les aider à se préparer. Parce que c'est aussi cette question, n'est-ce pas, de se préparer pour avoir le pourcentage voulu de femmes dans leur liste électorale, c'est une bonne position pour les élections législatives. À cet effet, nous formons les femmes politiques ici. Nous travaillons avec des groupes de femmes politiques de tous les partis. Il y en a 2 groupes avec lesquels nous travaillons de façon bien précise pour ces questions-là. Et nous leur demandons de faire en sorte que beaucoup d'entre elles soient candidates et qu'ils ouvrent le dialogue au sein de leur parti pour se présenter. Parce qu'il faut motiver la femme elle-même aussi pour lui enlever cette peur de se présenter quand il y a des hommes qui sont d'un poids, mais la femme aussi peut être. On a souvent remarqué aussi que les postes que les femmes ont souvent ont été bien directés. C'est pas que nous ne sommes pas choses, mais c'est une réalité et beaucoup d'expérience. Alors, nous avons dit à nos sœurs qui viennent conformes ici, pour les partis politiques, de faire en sorte que beaucoup de femmes et de jeunes filles et de jeunes hommes viennent en politique. Donc c'est une de nos missions. Nous, la dernière réunion que nous avons eue, elle date de 3 semaines avec les partis. Donc, que les partis politiques sont prêts à accepter la bataille sera rude parce que beaucoup sont ceux qui ne comprennent pas ce langage-là. Mais à force de forger, on devient forgeron. Donc nous réussirons un jour à faire passer. Mais pour l'instant, je crois que le quota est respecté par beaucoup de partis.
il faut le dire clairement, ils adhèrent, mais bon, à petits pas. Donc, on voudrait qu'il fasse des grands pas dans l'adhésion pour que nous puissions atteindre notre objectif commun. Et donc, on va sensibiliser plus dans les familles et que cela soit une réalité. On va faire ce plaidoyer-là auprès de ceux qui font les lois pour que nous puissions avoir cette possibilité. Docteur, oui, si je peux me permettre. Oui, allez. J'ai coupé sur le truc par contre, mais on a rencontré le ministre de la Jeunesse il y a une 2 semaines et on s'est entendu avec lui qu'il y a une loi qui a été votée l'année dernière sur l'organisation de la jeunesse et on a essayé de faire passer un quota sur la jeunesse et ça n'a pas fonctionné. Le ministre a demandé l'aide du MPI pour remettre ça sur le tapis à nouveau. Et au mois de novembre, on va faire un atelier avec le ministre de la Jeunesse, avec des jeunes de la parti politique et de la société civile pour remettre ça à nouveau à l'ordre du jour et probablement par un décret d'application de la loi. Donc, on va essayer de travailler sur un autre plan pour intégrer un quota de jeunes dans les instances décisionnelles pour qu'il y ait un quota de 30%. Donc, ça n'a pas fonctionné sur un angle, on va essayer d'un autre angle, mais donc on va remettre ça à l'œuvre et on a été sollicité par le ministre de la Jeunesse pour les aider à ce niveau-là. Et je pense que, pour enchérir, parce que bon, je suis une ambassadeur honorifique de la CIED, alors, je me permets de dire aussi que la CIED, de par les ramifications qu'ils ont évidemment dans tous les partis qui sont membres, ça facilite énormément le travail de sensibilisation, de l'éloigner et de convaincre d'implémenter ou d'appliquer des nouvelles mesures. Et ça, les meetings qu'on a de notre côté, parce qu'on est complémentaires dans notre approche aussi, la CIED, on les appuie, ils nous appuient dans le travail, les objectifs communs qu'on peut avoir, mais aussi au niveau du code de bonne conduite, dans la tournée des rencontres qu'on a avec les partis politiques, d'ores et déjà, on commence à sensibiliser sur ces éléments pour ajouter ou encore revaloriser, bonifier encore davantage la désinformation, l'usage malicieux des médias sociaux, des éléments comme ça fait vraiment partie des discours qu'on a actuellement avec les discussions qu'on a avec les partis politiques. Alors ça, je pense qu'il y a déjà une bonne sensibilisation qui est faite, il y a un appétit et il y a définitivement une demande pour ça. Alors je pense que quand la CIED va convoquer les partis politiques pour s'asseoir à la table, il y aura déjà énormément de demandes et d'ajouts, d'amendements déjà préparés pour être en mesure d'intégrer ça dans les éléments du code de bonne conduite. Et je veux aussi, la CIED, ils sont très... il y a une chose, par exemple, qu'il faut mentionner, c'est qu'ils ont 62 antennes à travers le pays. Le programme actuel n'est en mesure de ne financer que 15 de ces 62 antennes. Et un élément important aussi, c'est que même si on a les meilleurs indicateurs au monde, tout le monde a été un peu confondu en 2020, alors qu'on pensait que les zones chaudes étaient pour être dans certaines sections du pays. Et finalement, c'est pas là où ça s'est développé. Donc, c'est encore très difficile à prévoir, c'est encore très incertain en Côte d'Ivoire de savoir où ça peut s'enclencher. L'avantage avec la CIED, il y a encore une idée très humble, parce qu'ils n'ont pas encore de financement, ils ont déjà commencé le travail. Donc, sur une base volontaire, ils ont fait des formations, ils ont regroupé, ils ont commencé à faire le travail sans même avoir obtenu leur financement. Et on y arrive au financement, ça ne devrait pas être très long, je pourrais sûr. Mais juste à vous que vraiment, ça démontre à quel point ils sont volontaires, à quel point ils sont convaincus, à quel point ils sont convaincants aussi. Mais aussi à quel point le fait d'avoir priorisé seulement 15 zones peut être un peu arbitraire par rapport à ce qu'on prévoit. Donc peut-être qu'on va être obligé de faire des chiffres, en bon français, des chiffres au niveau de l'intervention à un certain moment. Mais à l'heure actuelle, à l'unité des élections, on y va avec les indicateurs que nous avons. Et en ce moment, vous avez un financement seulement pour 15 de leurs antennes. On a dû prioriser. Mais éventuellement, peut-être qu'on se fait appeler à rebosser un petit peu le plan de match ou encore à devoir voir si on peut expandre un petit peu les interventions. Une autre chose que je voulais ajouter aussi qui est intéressant, c'est que le code de bonne conduite sera partie prenante des kits qui seront remis par la CEI aux candidats. Alors ça, c'est déjà prévu avec la CEI, la Commission électorale indépendante. Ça va être partie prenante des documents officiels qui seront remis à chaque candidat, au fait que ce soit la présidentielle ou encore des
manque effectivement. Dans d'autres pays, la commission électorale a le mandat de pouvoir implémenter, de pouvoir donner des amendes ou encore de pouvoir faire en sorte que les éléments du code soient bel et bien appliqués. La CEI ici n'a pas ce mandat-là, n'a pas cette capacité-là légalement. Alors, c'est vraiment important que justement il y ait une révision de compte qui soit mise en place et le travail de siège à tous les niveaux, que ce soit au niveau des partis politiques, de la société civile, des médias, de la population générale, pour faire en sorte que tout le monde participe, à faire en sorte que les partis politiques soient imputables de ce qu'ils ont avancé. Encore là, dans d'autres pays, ça se fait différemment. Ici, la CEI n'a pas légalement cette capacité-là. Alors, d'où l'importance d'avoir. We look forward to continuing to see how your work evolves through the electoral period. Déjà, merci pour avoir pris le temps de nous faire part de tout ce que vous êtes en train de faire dans le cadre de ces élections. Nous avons hâte, n'est-ce pas, d'observer davantage de progrès de votre part. Merci beaucoup. Ce qu'on retient, c'est que nous avons vraiment expliqué comment nous travaillons et ils ont pris bonne note pour qu'ils puissent nous appuyer afin que le travail se fasse bien et que nous puissions désormais parler de paix quand il y a eu une élection en Côte d'Ivoire et faire en sorte que toutes nos contrées soient vraiment bien accentuées dans le sens de la paix. Donc, je crois que c'est bien saisi, ils ont bien compris ce dont nous avons besoin pour le travail afin que nous puissions être en paix et dans le monde entier.